Mercredi, à la mi-journée, des terroristes armés ont fait irruption dans la rédaction de Charlie Hebdo, tuant des collaborateurs du journal, ainsi que des policiers qui tentaient de leur barrer la route. 12 morts, parmi lesquels Cabu, Charb, Wolinski, Tinius et Bernard Maris, des historiques de l'Hebdo. Charb et Bernard Maris nous avaient fait l'honneur de venir sur ce plateau, notamment lors de notre dernière émission de l'année 2014 avec Bernard Maris. Ça ne vous étonnera pas, très en colère contre un patron. Regardez. Le problème pour moi, c'est la déconnexion du monde économique avec le monde social. Et pas du tout, mais vous êtes dans la caricature. Vous êtes dans un pays qui est, c'est vrai, qui est curieusement à la fois étatique et libéral. C'est-à-dire qu'il a les défauts des deux côtés. Absolument. Il y a un trop plein d'État et il y a un trop de libéralisme de l'autre côté. Et vous ne voyez qu'une chose, ce qui vous arrange, et tant mieux pour vous, c'est la mondialisation qui est en train de créer des emplois, etc. Or, cette mondialisation à laquelle vous participez, et c'est tant mieux pour vous, effectivement, elle est en train de détruire un tissu social en France qu'on est en train d'essayer un petit peu de préserver. Alors si en plus à ces gens qui n'ont pas d'emploi, vous voulez leur supprimer le peu de protection sociale qu'ils ont, mais qu'est-ce qu'ils vont leur rester ? Je ne connais pas l'islam comme un spécialiste qui connaît l'islam, mais j'ai au moins lu le Coran, et la plupart des abrutis qui viennent se faire tuer au nom de l'islam ou qui parlent de l'islam n'ont pas lu le Coran et ne savent pas ce qu'il y a dedans. Donc c'est pas pour défendre le Coran, parce que je suis athée, donc j'ai absolument rien à foutre de ce qu'il y a dans le Coran. C'est un athée qui défend le Coran, ça me fait rire. Non, je défends pas le Coran. Si. Je pointe simplement la folie qu'il y a chez ces gens-là. Ils parlent au nom d'un truc qu'ils n'ont même pas lu, c'est tout. Mais je n'ai aucune sympathie pour le truc qu'ils n'ont pas lu. Simplement, moi je l'ai lu. Sauf que c'est pas ça que vous dites. Vous prenez pour Voltaire. Mais en fait, Voltaire était beaucoup plus sarcastique et beaucoup moins respectueux de la religion catholique qu'il attaquait. Ouais, mais il dessinait vachement moins bien. Après le choc et l'effroi, le temps des questions. Alors, que faire ? Comment réagir ? Des questions que nous allons tout de suite poser à nos premiers invités, l'humoriste Christophe Alévèque. Bonsoir. Bonsoir. Et l'anthropologue des religions spécialistes de l'islam, Malek Chebel. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs... Déjà, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de les revoir. Ce qui est arrivé tellement surréaliste que... Bernard Maris était ici il y a un mois. C'est rude. Et moi, j'ai pas encore réalisé, donc c'est fait... Quel est votre sentiment justement sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe encore ? C'est... on vit dans un monde de fous. C'est moins qu'on puisse dire. Les humoristes, eux, toute la bande de Charlie, j'en connaissais beaucoup. J'avais vu Tinius il y a pas très longtemps. D'ailleurs, on avait rigolé de la mort. On avait bu des coups, plusieurs. Et tant mieux d'ailleurs à la tienne, Tinius. Et on parlait de ça justement, on parlait de la folie du monde. Et c'est vrai que les caricaturistes, les humoristes luttent beaucoup contre la connerie, la bêtise. Je crois qu'un nouveau combat nous attend, la folie. Mais il est sûrement plus compliqué. Malek Chebel, ce sont les musulmans de France qui vont payer ? D'abord, je dois dire que Charb, je l'ai vu ici, sur ce plateau. La dernière fois que je l'ai vu, c'était ici. Deuxième point, la question que vous avez posée à mon camarade. Je pense que le meilleur hommage que nous puissions leur rendre, c'est de garder raison, de réfléchir, d'introduire un peu d'intelligence dans le propos, de voir plus loin, de voir ce que ça peut produire comme dégâts. Et précisément, les musulmans vont être pile poil dans l'œil du cyclone. Et donc, je voudrais leur dire, ne vous en faites pas plus que ça, si je puis dire. La nation française en a connu d'autres et elle saura se relever de cette situation de crise et amorcer un débat instructif, respectueux et tolérant. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette notion de folie, Éric Nolot ? Il nous oblige. Oui, moi, j'ai même du mal à parler, quoi. Éric Zemmour ? Écoutez, moi je crois qu'il faut essayer, je suis d'accord avec Malek Chebel, pour essayer de distinguer, c'est toujours comme ça qu'on y arrive, l'émotion et la raison. L'émotion, moi, je ne connaissais vraiment que Bernard Maris, qui était un ami personnel. C'est lui qui m'a fait découvrir Genevois, ceux de 14. J'avais des contacts réguliers avec lui. On déjeunait, on parlait de tout, de l'histoire, de l'économie, on s'engueulait. Donc voilà, c'était un de mes amis et j'ai du mal à le voir à la télévision et à me dire qu'il n'est pas là. Donc bon, oublions. D'accord. Essayons de faire le mur de Berlin entre mes sentiments, mes émotions et les analyses qu'on essaye de tenir. Si vous voulez, pour les autres, j'avais un rapport, je ne les connaissais pas, Wolinski, je ne vais pas dire que je connaissais Wolinski, Cabu, mais
En fait, c'est ma jeunesse, ces gens-là. C'est-à-dire que c'est les années 70, quand, si vous voulez, pour notre génération, et Nolon me confirmera, les dessins de Wolinski, c'était les bouquins de cul de notre époque. C'était la transgression de nos 14 ans. C'est-à-dire qu'on regardait Wolinski, on se disait « Ah ouais, ça existe, ça existe ». C'était ça pour nous. Donc j'ai jamais rencontré Wolinski, mais pour moi, c'était une espèce de grand frère qui me disait tiens, tu connais pas ça, tiens, tu connais pas ça. C'était ça. Découvrir des choses. Voilà, c'est vraiment l'esprit des années 70, Wolinski. Et justement, c'est les premiers dessins qu'on regardait d'ailleurs. On est d'accord. En cassette. Mais oui, voilà. Et c'est les parents qui regardaient les dessins de Wolinski et nous on tombait sur les dessins de Wolinski. Exactement. Donc on est d'accord. C'est toute une époque. C'est vraiment une époque très particulière. Bon, c'est une initiation, quoi. Et c'est pour ça que j'en arrive à alors moins d'émotion et plus d'analyse. En fait, qu'est-ce que c'est, Charlie? C'est là que ça va se gâter. Non, pas du tout. Tu vas voir. Mais il faut qu'on réfléchisse ensemble. C'est quand même. On est d'accord. Il va falloir réfléchir ensemble. C'est quand même révélateur. C'est quand même symbolique. Moi, je crois au symbole, que l'histoire est faite de dates, d'événements qui dépassent les événements et les êtres humains. Et là, qu'est-ce que c'est? Charlie Hebdo, c'est évidemment l'héritier d'Harakiri, c'est évidemment l'héritier de l'esprit de 68. Et c'est intéressant ce que dit Alévèque quand il dit le monde est fou. Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire que, tu vas voir, je pense au contraire que qu'est-ce que symbolisait cette génération, cet esprit? C'est la tentative utopique, dans le bon sens et dans le mauvais sens du terme, l'utopie c'est toujours les deux, utopique de sortir justement de la folie des hommes et de la folie de l'histoire et du tragique de l'histoire. La bêtise, pas la bêtise. Non, Christian, non. C'est pas la bêtise. Les hommes sont toujours bêtes. Ce qui s'est passé, tu peux pas y mettre du rationalisme. Si, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Non, mais l'histoire. C'est l'histoire. L'histoire est tragique. Écoutez, on en mettra lundi, peut-être. Non. L'histoire est tragique. Et justement, ce n'est pas un hasard d'après moi. Tu vas pouvoir nous expliquer comment, froidement, deux êtres humains arrivent à en tuer d'autres, simplement parce que c'est des clowns. Ça s'appelle l'histoire de l'humanité. Non, mais l'acte est scandaleux. L'acte en lui-même est scandaleux. Mais on ne va pas te dire que c'est pas scandaleux. On te dit c'est l'histoire des hommes. Les hommes ont toujours agi comme ça. Voilà, ils ont toujours fait ça. L'acte est scandaleux. Et justement, c'est un symbole. Pour moi, c'est mon analyse à moi, on peut ne pas être d'accord avec moi. Pour moi, c'est très révélateur que ça soit justement ces gens-là qui incarnaient cette génération-là, qui incarnaient ce que j'ai dit, qui aient été frappés par des hommes qui pour toi sont fous, pour moi, justement, non. Encore, c'est une injure à la folie. Mais ce que je voudrais... Non, mais tu comptes sur je voudrais dire, pour essayer de... depuis cette histoire, moi, je faisais partie de cette famille-là. J'ai l'impression d'avoir perdu mes papis, mes tontons. Je reçois beaucoup de mails où gens compatissants, la plupart. Bien sûr. Et puis, beaucoup aussi, où j'entends... Mais ces mecs-là ont manqué de respect. C'est pas pour ça qu'ils méritent, attention. Voilà. Et des mails qui viennent de musulmans, de juifs ou de catholiques. C'est-à-dire qu'on a touché à quelque chose sacré. De sacré. Voilà. Et ce qu'il faudrait essayer maintenant, alors que c'est pas le rôle d'un humoriste, normalement, il n'est pas là pour s'expliquer. Ces gens-là, ce qui fait rire le plus un humoriste, c'est la mort. C'est le sujet le plus drôle. Parce qu'on désacralise. On est là pour aider tout le monde à mieux vivre avec l'idée de la mort. Si on se réveillait le matin en se disant, en ayant conscience de ça, on ne vit plus. Voilà. C'est pas pour ça que on ne respecte pas les morts. Charlie Hebdo, les caricaturistes, les humoristes, en général, sont en réaction à l'époque. Ils n'ont voulu, moi je les connaissais pour la plupart, manquer de respect à une religion, à qui que ce soit. Mais ça, les gens ne le... J'en suis sûr. Et quand moi je fais mon métier, c'est ça. Nous sommes en réaction. Que ce soit
quand on entend, je vais vous prendre des exemples au hasard, là ils sont passés à l'acte, c'est violent, il y a eu un meurtre. Mais quand un extrémiste orthodoxe juif appelle à raser l'État palestinien, c'est violent. Quand on a le mariage pour... L'histoire est violente. Quand on a le mariage pour tous et que l'évêque de Lyon, dont je me rappelle plus le nom, appelons-le Monseigneur Saucisson, compare le mariage gay à de la pédophilie, c'est violent. Alors la seule différence, c'est que nous, en tant qu'humoristes, on ne peut pas laisser passer ça. C'est pas possible. Les caricatures de Mahomet, c'est en réaction à. Si rien ne s'était passé, si tout le monde vivait en équilibre, dans un monde de tolérance, de joie et de partage, il n'y aurait pas eu ces caricatures. Mais faire ces caricatures, ça ne veut pas dire je manque de respect à ceux qui croient en... Même la sodomie du prophète. Même là, mais allons-y, mais vous savez, un humoriste... Vous savez, je vais agir en psychanalyste. Attendez, la sodomie, un humoriste, je vais juste... c'est la révélation des désirs cachés. Oui. Donc peut-être ça peut-être. Éric Nolot. Simplement pour réagir, nous avons, nous, humoristes et caricaturistes, un grand défaut, c'est que dès qu'on nous dit que c'est interdit... Ça déconne. Nous avons l'esprit et le regard et la plume on est d'accord. attirés. Et voilà. Alors peut-être que maintenant, puis après, excusez-moi, mais en plus ça me fait du bien de parler parce que Christophe, comme moi je me suis repris. Voilà, je suis en état de parler. Mais je pense qu'il peut-être maintenant. Il va falloir que nous aussi, les humoristes, sans baisser notre froc, parce que ça sort de question, on fasse preuve aussi peut-être d'une certaine, je ne sais pas, pédagogie, explication, retenue. Si on fait partie de retenue, imaginez Zemmour avec de la retenue. C'est plus Zemmour. Non mais il a raison. Parce que moi, je suis d'accord. Parce que moi, je peux dire si un vous mot. voulez... Oui, non mais attendez, allez, juste un mot là-dessus, un commentaire. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a plus de talent encore de faire de l'humour tout en étant dans le respect des gens? Il y a plus de talent. Il y a un niveau supérieur. Je viens de vous l'expliquer. Il n'y a aucun manque de respect dans ce qui a été fait par Charlie Hebdo. En plus, il y a une différence entre si on estime qu'on manque de respect, ce que je comprends, parce qu'après tout, la caricature, c'est justement la désacralisation. Et effectivement, il y a des gens qui estiment qu'on leur manque de respect, qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, athées, n'importe quoi. Bon. Athées, bien sûr. Et ce que Charlie Hebdo faisait sur le pape et sur la religion catholique, c'était 1000 fois, 10 000 fois plus que sur la religion musulmane. Il y a une différence, c'est que ceux qui s'estimaient manquer de respect, ils attaquaient Charlie Hebdo devant les tribunaux, ils les insultaient, etc. Justice, oui. Là, il y a une différence, c'est qu'ils estiment qu'ils ont le droit de les tuer. Et pourquoi ils estiment qu'ils ont le droit de les tuer? C'est là où je voulais en venir. Parce que je pense qu'on a tort de parler de terrorisme, etc. Je pense que pour eux, j'essaye toujours moi de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens, même s'ils me paraissent fous, comme disait Christophe tout à l'heure. Je pense que pour eux, ils ont là exécuté une sentence quasi judiciaire parce qu'ils estimaient que le prophète avait été justement profané et que donc ça ne mérite en fonction du Coran que la mort. Et donc ça ne vient pas à l'idée que ça peut être un délire personnel? Non. Juste non. C'est un délire qui est raccroché je pense, à un mythe. non. Je pense que pas. C'est pas un délire personnel. Il y a une partie de délire personnel là-dedans. Attendez, on écoute 2 secondes Malek Chebel. Non, le prophète est représenté dans pas mal de figures et d'illustrations et de caricatures, notamment dans le domaine chiite, dans le monde chiite. C'est pour ça que je vous pose la question. Ça n'a jamais posé de problème. Et même dans le monde sunnite, dans certains cas de figure, la représentation n'est pas interdite, puisque sinon, vous ne verrez pas les grands tableaux des présidents de la République, les potentats, un peu partout. Donc moi, je suis de ceux qui disent... Vous avez raison, parce qu'il n'y a que Dieu qui ne doit pas être représenté. Exactement. Et Mahomet n'est pas Dieu. Je suis de ceux qui... Attendez. C'est un prophète. Attendez, laissez-moi donner la limite mais exacte. Je vous en prie. Parce que là, non, vous pouvez encore représenter, si vous voulez, le prophète et Dieu, et tout ce que vous voulez. Ah non, Dieu non. Tant que... Non, au contraire, je vais vous dire quelque chose, peut-être ça va vous surprendre. Ouais. Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez sur Dieu. Un peu moins sur le prophète. Mais vous n'avez pas le droit de représenter Dieu. Dans le monothéisme, c'est comme ça. Oui, non, mais attendez. Qu'il soit juif ou musulman. L'islam, vous pouvez tout faire concernant Dieu. Il n'y a pas de souci.
Non, je vous le dis. Attendez, là, je vous le dis publiquement. Excusez-moi. C'est le prophète qui... Non, mais attendez, si. Peut-être chez les juifs, non. Peut-être chez les chrétiens, non. Non. Mais... C'est un monothéisme, l'islam, a priori. Oui, mais attendez, dans ce monothéisme-là, la niche représentation de Dieu, vous pouvez la faire, à la limite. Même vous pouvez jamais vu ça. Excusez-moi, j'ai jamais vu ça. Attendez, là, je le dis publiquement. Mais je vous en prie. En revanche, le prophète qui est, lui, le messager de Dieu, c'est un être humain, il est non représentable en l'état. C'est un dévoiement du monothéisme. Mais bon, c'est pas vraiment le débat. C'est quand même intéressant. Alors si je peux en placer une. Mais vas-y, j'ai rien dit, moi. Non, si, un peu quand même. Non, mais moi, j'évacue rapidement la dimension personnelle. Moi, c'était pas Wolinski, c'est plutôt Cabu, parce qu'on a vécu toute notre vie avec Cabu. Le Grand Duduche était un truc inouï quand on avait 10 ans. Et je pense qu'il laissera dans l'histoire la même trace que Daumier. Pour moi, c'est un génie, Cabu, dans tous les domaines. Donc, c'est pas seulement des êtres humains, c'est des gens de grand talent. Mais si on reste sur la grille historique de Zemmour, c'est maintenant qu'on va savoir quel événement historique c'est. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, dans vos deux professions, parce que là, je vois déjà dans le discours de Christophe Alévèque qui se dit, est-ce qu'il ne faut pas y aller un peu plus doucement, ou en tout cas y aller un peu différemment? Attends, je finis. Et maintenant, non mais ça, à la limite, je suis désolé, mais c'est vraiment un point un peu secondaire, c'est ce qui va se passer avec l'islam. Ah oui. C'est pas très bien parti, parce que ces gens-là ne sont pas encore enterrés, que la polémique a commencé. J'ai entendu des échanges à la radio, ils n'étaient même pas refroidis, c'est malheureux, j'ai trouvé ça un peu indigne. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va continuer à faire cette distinction essentielle entre islam et islamisme, ou est-ce qu'on va mettre tous les musulmans dans le panier? Déjà, Zemmour a commencé une sorte de glissement, un petit peu... Non, il n'y a pas de glissement. Si, un petit glissement. Moi, je fais une distinction totale. Je dis, comme ça, je peux résumer d'une formule. Nous sommes, et c'est particulièrement évident aujourd'hui, en guerre avec l'islamisme, c'est une évidence. Je voudrais rappeler une deuxième évidence, parce qu'elle l'est de moins en moins. Nous ne sommes pas en guerre avec l'islam. Alors, est-ce que ce moment historique va nous permettre de garder cette distinction, ou on va tomber dans le n'importe quoi? Voilà en quoi ça peut être un événement historique ou pas. Allez-y, mais moi, je veux répondre à ce que tu as dit, parce que je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mais parce que ce que dit Éric Nolot, je le partage à 100%. Je sais, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi. L'islam est une religion qui prêche la paix, qui prêche la tolérance, le respect, puisque Allah, justement, est un Dieu de prière et de compassion. Maintenant, l'application et le dévoiement de cet islam-là nous entraînent dans des impasses deux types qui se prennent pour le calife à la place du calife, qui vont tuer des journalistes. De quel droit? Mais de quel droit? Ils n'ont absolument aucun droit, ni droit prescrit, ni droit moral, ni droit coutumier, rien. Ils se réclament d'eux-mêmes. C'est pourquoi je dis c'est un délire personnel. Attention, il ne faut pas généraliser tout ça, sauf que l'histoire, elle a des chicanes, évidemment, et que dans la longue histoire, on a évidemment des moments de crise et de crispation. Moi, j'aimerais que la France soit à la hauteur de sa réputation, de ne pas faire l'amalgame entre les musulmans. 99% des musulmans, français notamment, sont des gens pacifiques, qui prient, qui rentrent à la maison, qui sont propres sur eux-mêmes. Comment on fait justement pour lutter? Attendez, je voudrais répondre. Il y a 2 enfants perdus qui sont français, nés en France, parce qu'il ne faut pas oublier comme la dimension marginalisation en France, d'enfants d'origine étrangère, mais nés en France, donc français par conséquent, qui commettent des délits qui sont d'ordre judiciaire et d'ordre policier. Il ne faut pas confondre ça. Ce sont des passages scandaleux. En se réclamant quand même de... On peut quand même répondre. Malheureusement. Mais vous ne pouvez pas prendre la parole d'un dégénéré, d'un délinquant, d'un criminel comme étant la parole représentative de tous les musulmans de France. Mais on n'a jamais dit ça. Les musulmans sont scandalisés par ce qui s'est passé. Attendez, les musulmans sont scandalisés par ce qui s'est passé. Eric, avant que tu parles, parce qu'en général, je sais que tu pars dans un tunnel. C'est toi qui as le plus parlé. C'est qui l'invité? Bah non. Je sais pas. Quand on était déjà chez Ruquier, à chaque fois qu'on lui coupait la parole, il faisait... J'ai envie de vous entendre sur la réaction de... Mais vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre si Christophe me laisse parler. Pour dire, juste, on a vu, dans je ne sais plus quelle émission, cette magnifique photo avec les représentants des 3 religions, main dans la main, main sur l'épaule, etc. Ça ne fonctionne pas, ça. Bah, merci. Ce sont des officiels. Oui, mais ce sont des officiels qui donnent de l'espoir. Attendez, c'est quand même... Attendez, diminuer quand même. On va laisser terminer... mais c'est très bien. La photo est belle. J'ai pas dit inverse. Voilà. La réalité, moins. Voilà, merci. Maintenant, ce que je ne comprends pas, ce que je n'ai jamais compris, moi qui suis un athée, voilà, revendique athée, c'est que quand nous,
journalistes, humoristes, dépassons les bornes. Il m'est arrivé de me faire virer, moi, d'émissions de radio, de me retrouver au tribunal, voilà. Et pourquoi pas, c'est un débat, c'est ce que j'ai dit on assume ce qu'on dit. Voilà. Absolument. Comme je le disais tout à l'heure, quand un religieux, soit rabbin, curé, imam, dit des choses, mais d'une violence inouïe, il reste toujours un imam, un rabbin ou un curé. C'est pas le débat, Christophe. Mais c'est pas des rabbins qui ont tué les gens qui ni des mollahs, non mais ce serait peut-être le début d'un commencement d'une solution, c'est que chacun fasse le ménage chez lui. On le fait. Alors je peux répondre à Malek quand même. Alors, et à Nolo par la même occasion. Ceux qui sont violents, excuse-moi, après j'arrête, on en a entendu plein, et qui sont là, et qui parlent, qui reparlent, et qui reparlent encore, et qui s'appellent toujours curé, imam ou rabbin. Il faut les virer. Je pense qu'effectivement, je ne sais pas comment ça peut se passer, comment ça peut se faire. Il faudrait les... Et ils sont toujours là. Je voudrais, donc effectivement, Nolo a posé le problème comme il fallait, et Malek Shebel a répondu. Islamisme. Historiquement et sémantiquement, islamisme veut dire l'islam. Au XVIIIe siècle, le mot est inventé pour arriver à dire comme christianisme et judaïsme, isme. Attendez, j'ai pas fini. Aujourd'hui, j'ai bien compris qu'on voulait faire un distinguo entre islam et islamisme. On n'a pas à le faire, il existe. Non, il n'existe pas. Laisse-moi parler, j'ai laissé parler tout le monde gentiment. Je t'en prie. Donc gentiment, c'est beaucoup dire, mais... Très gentiment et très sagement, en tout cas. Bon. J'ai plusieurs phrases, je pourrais vous citer Bernard Lewis, grand spécialiste de l'islam, qui dit « L'islam en mouvement, c'est l'islamisme. L'islamisme, c'est l'islam historique et traditionnel. » Henri Boulac est un jésuite, dit, spécialiste qui a vécu en Égypte, spécialiste de l'islam, dit « L'islamisme, c'est l'islam à visage découvert. » C'est-à-dire que... Oui, mais attendez, c'est des références un peu... Non, mais je fais des références à des gens qui connaissent vraiment l'islam. Qu'est-ce qui se passe? Oui, je vais contextualiser, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le Coran. Le Coran, c'est la vie du prophète. Le prophète, il était à la Mecque d'abord, et il tenait un discours pacifique, de monothéiste pacifique. Ensuite, il est allé à Médine, où il est devenu un chef de guerre, et où il a fait la guerre à tous les polythéistes et à tous les juifs qu'il a massacrés, alors qu'ils étaient ses alliés auparavant. Il y a donc deux Mahomet, au minimum, le Mahomet pacifique et le Mahomet chef de guerre. Et le Mahomet chef de guerre, dans le Coran, il y a de nombreux textes pour dire il faut tuer un ceci, il faut tuer les associateurs, ça c'est les chrétiens, il faut tuer les juifs, etc. Alors vous allez me dire, c'est contredit évidemment par le prophète pacifique. On est tout à fait deux choses. La première, c'est qu'on ne peut pas dire que Mahomet était musulman, il était musulman à la Mecque et qu'il était islamiste à Médine. Ça, c'est pas possible. Et deuxièmement, je vous rappelle qu'il y a une règle en islam que M. Shebel connaît très bien, qui est l'abrogation. C'est-à-dire que le texte le plus récent abroge le texte le plus ancien. Or, le texte le plus récent est constitué par les textes les plus guerriers. Dernière chose, c'est pas aberrant du tout, c'est la réalité. Dernière chose, je finis, Malek Shebel, et je vous laisse répondre. L'union sacrée n'a pas duré longtemps. Ce que je pense, c'est que, en fait, vous savez, j'aime à citer ici une phrase de Maxime Robinson, qui est un autre spécialiste de l'islam, qui dit « L'islam, c'est un communisme avec Dieu ». Je pense que l'islamisme, c'est un gauchisme, pour continuer la comparaison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence de nature, il y a une différence de degré. C'est-à-dire que comme le gauchisme, qui était un communisme impatient, un communisme beaucoup plus violent, ils ont les mêmes objectifs, mais ils n'ont pas les mêmes moyens. Et donc, évidemment, la différence, elle est là. Écoute, Eric, avant de laisser répondre Malek, il y a quelque chose qui invalide ton raisonnement immédiatement. Eh ben, vas-y. Si ton raisonnement était juste, ça veut dire que dans mon quartier, qui est à forte minorité musulmane, je devrais croiser des gens qui me diraient uniquement félicitations aux assassins de Charlie Hebdo, parce qu'ils représentent l'islam. Les gens que je croise, ils me disent, ces mecs-là sont des fous, ces mecs-là sont des martiens, ces mecs-là, on leur a lavé le cerveau et on leur a rempli la tête de mer. C'est-à-dire que leur vision de l'islam est à l'opposé des salopards qui ont tué mon cher, ils ne représentent pas du tout les... Alors mon cher Nolo, et le policier qui a été abattu comme un chien sur le trottoir, il s'appelait Ahmed. Mon cher Nolo, je t'invite, puisque tu aimes les réactions, je t'invite à aller sur les réseaux sociaux. J'aime les raisonnements surtout.
Moi aussi. Alors, et je crois que j'en ai fait un. Non, tu verras, c'est tu vas sur les réseaux sociaux. Non, mais ce que tu m'as dit là n'est pas un raisonnement. Il est une réaction, excuse-moi, émotionnelle. Ce sont des salauds, ils ne représentent pas les musulmans. Ça, c'est de l'émotion, c'est pas du raisonnement. Ça, je le dis et je le maintiens. Mais c'est pas du raisonnement, ça. Ah oui. Et je t'invite à aller sur les réseaux sociaux et à aller voir les réactions de nombreux musulmans qui disent, c'est les plus vindicatifs et les plus minoritaires, je vous l'accorde d'avance, qui disent c'est bien fait, ils n'avaient qu'à pas blasphémer. C'est relativement rare. C'est pas vrai. C'est relativement rare et réalisé par de jeunes internautes. Oui, de jeunes, absolument. Oui. Très jeunes internautes. Il y a de nombreux jeunes internautes qui disent... Laisse-moi finir, c'est compliqué. Mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Si moi je te coupe pas la parole, laisse-moi ne me coupe pas la parole. Tu peux pas dire les réseaux sociaux, la majorité, je ne sais pas ce que c'est la majorité. Je ne sais pas. Mais depuis quand les réseaux sociaux, c'est un... Non, alors justement, j'allais dire, au-delà des réseaux sociaux, de nombreuses informations m'arrivent, de professeurs, de directeurs d'école, parce que c'est ma chance, c'est que ma parole publique est souvent alimentée par des paroles privées, de gens qui m'envoient des choses très intéressantes dans les écoles. Mais c'est filtré, ils t'envoient porte-plaît. Non, pas du tout, ils ne me connaissent pas. Je ne les connais pas. Non, et donc Eric va recevoir des messages pour Éric Nolot. Moi, je vais recevoir des messages. Alors, c'est compliqué de parler. Bah si, parce que je dis la vérité, évidemment, c'est compliqué. Et il y a beaucoup de jeunes, vous avez tout à fait raison, de jeunes musulmans dans les écoles qui tiennent exactement le même discours de c'est bien fait pour eux, ou en tout cas, ils ont eu ce qu'ils méritent, ils ont blasphémé. C'est le délit de blasphème, que ça te plaise ou non, qui est dans le Coran et qui, pour de nombreux musulmans, doit être appliqué strictement. C'est une religion tellement normale, l'islam, qu'il y a même des cons comme dans toutes les religions. Et ces mecs-là sont des cons. Alors, voilà. est-ce que je peux répondre à Eric? Bien sûr, je vous en prie, Malek. Mais essayez de monter le niveau, parce que là, c'est lamentable. Je vais non, je rigole pas du tout. Non, mais parce qu'en même temps, je ne peux réagir que par la raison et par l'histoire. Merci. Par des arguments. Eh bien, alors, allez-y. Alors, j'aime bien vos constructions. Je ne sais pas si on se vous voit ou se tutoie. C'est comme vous voulez. Peu importe. J'aime bien vos constructions avec Zemmour, parce que dès l'instant où on est attrapé à un moment donné, on n'est plus lâché jusqu'au bout. Merci. C'est un bon compliment que vous me faites. C'est un compliment, mais sauf que... Paradoxal. Oui. Paradoxal un peu. Hélas, sur l'islam en tout cas. Je vous écoute, Alors, vous me citez Lewis, Rodinson, dans des contextes et dans des ouvrages très intéressants. Rodinson communiste, etc. Lewis, historien anglais. Absolument. Bon, je vous signale quand même que cette pensée buvard, si je puis me permettre, ne marche pas. C'est-à-dire Votre pensée. Oui. Pensée buvard. Parce que vous attrapez des informations d'un peu partout. Eurabia, Lewis, c'est comme ça que je me suis instruit, attendez, le Coran première version, le Coran deuxième version, c'est une construction d'islamologues occidentaux. Oui. Je peux vous dire que pour les musulmans, il y a un seul Coran. Ah, ben je suis d'accord avec vous. Un seul Coran. Dites-lui à Nolot, il un Coran de ça. paix. Non, mais un Coran de paix. Non, c'est pas un Coran de paix. Attendez, permettez-moi que je vous dise, abroger, les versets abrogés, les versets abrogeants. Oui. Ça n'a existé que sur un seul cas, et qui n'a rien à voir avec les affaires humaines. L'alcool. Non, pas du tout. Bon pas du tout. Parce que moi, j'ai lu sur l'alcool. Non, pas du tout. C'est pas. Alors, ceux qui ont abrogé, c'est des idiots. Fini. J'ai traduit le Coran, donc je sais exactement de quoi je parle. Les versets abrogés, les versets abrogeants. Ça s'est passé une seule fois concernant tout simplement le fait que les versets coraniques n'aient pas été édictés directement par Dieu, mais par Satan, sur un seul cas. Et le prophète a décidé d'abroger ce verset-là qui ne connaissait pas. Et là, vous pouvez chercher tout ce que vous voulez. Ça, j'ai travaillé cette question-là à fond. Un seul verset a été abrogé par le prophète lui-même. C'est-à-dire... Non, je ne cherche pas ça, vous inquiétez pas. C'est une affaire de polythéisme et de monothéisme. Sur un verset, il était question de divinité. C'est pas du tout ce que j'ai lu, mais c'est pas grave. Tutélaire, et c'est ça, c'est le verset qui posait problème. Et d'ailleurs, les versets sataniques, c'est exactement ça. Le verset satanique, le livre non, mais attendez. Vous ne répondez pas à ma question, là. Je réponds à la question. La violence dans le Coran. Oui. Si le Coran était un livre violent, si d'aventure et par mésaventure, en réalité, le Coran était un livre violent, on l'aurait su en Andalousie, on l'aurait su à Bagdad, sous les Abbassides, pendant 7 siècles, ils ont préconisé une civilisation ultra brillante, y compris des controverses sur la violence religieuse, et à travers des philosophes éminents, on l'aurait su durant tout le siècle. Sauf que il y a eu une interférence entre la politique, et c'est récent, c'est, je dirais, le postmodernisme de l'islam. L'islam a été pollué par un certain nombre de groupes politiques fondamentalistes, comme les Frères musulmans, comme les... Monsieur Malek Chebel. Oui,
Sourate 3, verset 29. En vérité, Allah n'aime pas les incroyants. Sourate 4, verset 59. En vérité, ceux qui ne croient pas, nous aussi, nous les brûlerons dans le feu. Sourate 8, verset 57. En vérité, les pires des bêtes aux yeux d'Allah sont ceux qui sont incroyants. Sourate 9, verset 29. En vérité, tuez tous ceux qui ne croient pas en Allah. Sourate 4, verset 150. Nous avons préparé pour les incroyants un supplice. Le débat, c'est que moi, j'en ai des dizaines. Eric, jusqu'à mon dernier souffle, je refuserai le syllogisme que vous voudrez. Vous pouvez sortir autant de versets que vous voudrez. Ici, c'est décontextualisé. Oui. Le travail de... Non, attendez, vous avez tout à fait raison. Oui, bien sûr. C'est comme la Bible, c'est comme... Non, c'est pas comme les... Et si c'est un truc de la Bible. C'est pas comme les évangiles. C'est comme la Torah. Ou comme les On est d'accord. Comme la Torah. Oui, on est d'accord. Il y a certaines allégories dans la Bible. Bien sûr, évidemment. Mais c'est décontextualisé. On va terminer. Dès l'instant où vous décontextualisez au niveau de la théorie psychohistorique, psychocritique et historique, dès l'instant où vous ne contextualisez pas et vous sortez les choses de leur contexte, d'entrée de jeu, Éric Zemmour, vous n'avez pas raison. Vous n'êtes peut-être pas tort, mais vous n'avez pas forcément raison. Monsieur Chebel, une phrase. On peut tout, vous avez tout à fait raison, contextualiser, ça veut dire remettre dans le contexte de l'époque. Historique. Tout historique. Tout à fait, qui étaient les guerres, je suis d'accord avec vous. Oui. Sauf que vous ne résolvez pas ainsi un autre problème, et vous le connaissez par cœur. C'est que le Coran est la parole incréée de Dieu. Que contrairement aux évangiles où c'est Saint Paul et où c'est les évangélistes, contrairement à la Torah où c'est Moïse et après c'est les talmudistes qui parlent, ce sont des hommes. On peut interpréter des hommes, on ne peut pas interpréter Dieu. Et le problème du Coran, c'est que c'est la parole incréée de Dieu. Ça fait des siècles pour les musulmans. Dernier mot de Malek Chebel. T'es en train de dire qu'il n'y a pas de solution. Attendez. Un dernier mot et on arrête après. Mohammed existe. Pourquoi il a existé dans l'histoire? C'est l'intermédiation entre Dieu et les hommes. Oui, absolument. Le Coran auquel on ne touche pas, c'est le Coran incréé qui est à côté de Dieu. Voilà. Sauf que il y a des philosophes musulmans, figurez-vous, qui ont précédé Zemmour, qui m'ont précédé, qui s'appellent les Mu'tazilites, qui ont défini un cadre dans lequel on peut discuter d'un Coran ici et maintenant, qui s'appelle les Mu'tazilites. Vous savez que vous êtes ultra minoritaire sur cette ligne, vous le savez. Dès l'instant où ça existe, ça veut dire que le problème est en moitié résolu. Je vous dis que il y a le prophète qui, lui, est le traducteur, le meilleur traducteur d'un Coran qui est ce qu'il est, sur lequel on ne discute pas, mais en tout cas l'application, elle est au niveau ce qu'essaie de faire Éric Zemmour, je le regrette parce que moi je m'y opposerai toujours. C'est un syllogisme. Islam égale islamisme, islamisme égale terrorisme, exactement. Donc islam égale terrorisme. Absolument. Et ben moi je vous dis jusqu'à mon dernier souffle, je refuserai, en plus c'est vraiment pas un argument intellectuel digne de toi, de céder à ce syllogisme absurde. Je ne parle pas de terrorisme. Absurde. Je ne parle pas de terrorisme. Il n'empêche que ceux qui tuent partout dans le monde, en France, en Europe, dans les pays là en Australie, ce qui s'est passé, partout, sont des musulmans et se définissent par rapport. Ils se revendiquent de l'islam. Excusez-moi, ils se revendiquent de l'islam. Non, c'est une manipulation. C'est pas pareil. Un dernier mot, Christophe Alévêque, un dernier mot. C'est pas de ma faute. Dernier mot, moi j'avais commencé l'émission en parlant éventuellement de pédagogie, d'éducation. Les sociétés évoluent. Peut-être qu'il serait temps que les religions évoluent aussi. Et qu'elles vous entendent. Les religions, qui font beaucoup de dégâts. C'est vrai, surtout chez les jeunes. Pourquoi? Parce que la plupart sont ignorants. Non, parce qu'il y a une quête identitaire que nos sociétés ne donnent plus. Oui, mais ça, après, si on peut aller plus profondément, le chômage. Non, c'est pas le chômage. On vous laisse terminer. Si on veut, parce que là maintenant, il faudra peut-être quand même qu'on arrive à se parler, à s'entendre. Oui, non, mais là, je veux dire, il y a certains. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on se parle. Non, mais je comprends, mais on a le droit de ne pas être d'accord. Arriver à se parler, on peut pas défendre la liberté d'expression et refuser qu'on se parle. Arriver à trouver une solution commune. On parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'on entend souvent, il y a des traductions. Alors ça, c'est dans le Coran. Non, ça y est pas. Mais moi, je l'ai vu. Moi, je l'ai pas vu. Peut-être que vous, Malek, d'autres, mettez-vous d'accord sur une version. Je suis un utopiste, mais j'ai toujours été un utopiste. Mais on l'a, la version. Mais sur une version, et surtout une interprétation de cette version que les jeunes, qui voient des allégories, qui voient des phrases qui peuvent
engendrer différents sens. Engendrer différents sens que eux comprennent exactement le sens. C'est un travail qu'on fait depuis un siècle. Oui, mais qui ne mène à rien. Parce que vous êtes ultra minoritaire, Malek Chebel. Vous êtes de bonne foi, mais vous êtes ultra minoritaire. Et vous le savez très bien. Peut-être je suis ultra minoritaire en nombre. Les idées, mes idées circulent. Les idées, et c'est le plus important. Peut-être calme le jeu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Merci Christophe Alévèque. Plus que jamais, vous continuez vos spectacles partout en France. Malek Chebel, je rappelle le titre de votre prochain ouvrage, L'inconscient de l'islam, qui paraîtra... Qui répond à toutes ces questions. Et, entre autres, le 15 janvier au CNRS Édition. Merci beaucoup, et pour répondre messieurs. Vraiment le dernier mot, non, je me pose des questions, mais je ne changerai pas une virgule et un mot à mes textes. Parfait. Tant mieux, on viendra vous applaudir. Avant d'accueillir notre grand témoin, Michel Onfray, une autre réaction dans Zemmour et Nolo, celle de l'éditorialiste Franz-Olivier Gisbert. Regardez. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils sont attaqués, ils ont un symbole de la France, symbole de l'esprit français. L'humour, la dérision, la liberté d'expression. Et c'est pour ça qu'il faut tenir, c'est pour ça qu'il faut résister. C'est pour ça qu'il ne faut pas céder face à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que Charlie Hebdo doit continuer à sortir. C'est important. C'est notre identité. Ils sont attaqués à notre identité. C'est pour ça que je pense que le traumatisme que nous vivons là en ce moment, il n'est pas fini, vous verrez. Il y aura des queues de comètes, ça va durer longtemps. Parce que ce qu'ils ont fait là, en tuant les meilleurs caricaturistes français, les meilleurs, c'est quelque chose qu'on n'oubliera pas de sitôt. C'est énorme, c'est un événement énorme. Et je pense que la seule réponse, c'est la résistance. Michel Onfray, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Une réaction, votre sentiment sur ce qui s'est passé mercredi, sur ce qui se passe encore aujourd'hui ? Je trouve qu'on est beaucoup dans le compassionnel et que le travail du philosophe, c'est d'aller au-delà du compassionnel. Donc je conçois que tout le monde soit triste, malheureux, qu'on préfère la liberté de parole, la liberté d'expression plutôt que la tyrannie, la dictature. Enfin bon, on est dans des lieux communs compassionnels, tout le monde s'appelle Charlie, etc. Bon, tout ça c'est bien, mais le propre du philosophe, c'est la fameuse phrase de Spinoza qu'on enseigne à nos élèves en classe terminale, ni rire ni pleurer, mais comprendre. Trop d'émotions dans tout cela ? Oui, bien sûr. Enfin, pas trop. Je veux dire, chacun son travail. Les journalistes fonctionnent à l'émotion, pas à l'intelligence. Les journaux fonctionnent... Ça dépend de qui ? Non. Les journaux coûtent très cher et il faut les vendre. Et on vend avec de la passion, avec de l'émotion, mais pas avec de l'intelligence. Pas avec... c'est vraiment, on veut réfléchir, il faut mettre en perspective ce qui a eu lieu avec ce qui se passe depuis des années. Ce que fait Éric Zemmour dans son travail, et ce que plus personne ne fait parce qu'on n'est plus dans l'histoire. On n'a plus le sens de l'histoire, on ne sait plus mettre en perspective les choses, et on se dit, regardez les barbares, ce qu'ils font, point à la ligne, c'est pas bien. Je voudrais juste dire que depuis 1983, depuis que Mitterrand s'est converti au libéralisme, il lui a fallu, pour se distinguer de la droite, qui elle prétendait aussi au pouvoir, laisser croire qu'il était différent. Et en ce sens, il a instrumentalisé un Front National en disant plus le Front National sera fort, plus la droite républicaine sera divisée, plus je suis susceptible de rester au pouvoir, bien que défendant moi-même une politique de droite. Cynisme et machiavélisme de François Mitterrand. Quand il y a une politique internationale avec des millions de musulmans sur la planète, que fait Mitterrand ? 1,6 milliard. Voilà. Je n'étais pas sûr de bons chiffres, donc j'étais sûr qu'en disant... Vous voyez comme quoi les journalistes ont parfois quelques bons chiffres, voire des oreillettes qui fonctionnent bien. Alors, en l'occurrence, non. Je peux vous montrer mes fiches. C'était trop, Michel. Alors, c'était beaucoup trop. Non, je vous jure, je l'ai noté. C'était pas bien. Je l'ai noté, je travaille mes dossiers. Ne te justifie pas, Valérie. Valérie, ne te justifie pas. Aucun second degré. Ne te justifie pas. Ah non, moi non. Pas de ça chez moi. On prend acte que, avec Mitterrand et Bush, il faut aller massacrer des populations qui ne nous ont rien fait. Saddam Hussein ne nous a rien fait. Jusqu'à Bernard-Henri Lévy qui estime qu'il faut aller massacrer les Libyens ne nous ont rien fait. Il y a encore quelques temps, les Libyens, Kadhafi, on le recevait à l'Élysée en grande pompe. Dans cette politique internationale française que nous menons depuis une trentaine d'années, nous menons en France une politique islamophobe. C'est-à-dire que tous les gens qui nous disent... Peut-être que c'est probablement plus compliqué. En tout cas, c'est votre avis. C'est mon avis. C'est-à-dire qu'effectivement, on massacre les populations arabes, les populations musulmanes. C'est-à-dire qu'on s'immisce dans un combat qui n'est pas le nôtre ? C'est pas le nôtre, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on parle des droits de l'homme ? Mais si vraiment on a envie de bombarder, pourquoi on ne va pas bombarder la Corée, la Chine, le Qatar, Cuba, enfin un tas d'endroits ? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas libérer le Tibet, par exemple ? On voit bien que ce ne sont pas les droits de l'homme qui nous...
Là, pour le coup, non, mais on pourrait parler des droits de l'homme. Donc, ce ne sont pas les droits de l'homme. Donc, il y a Clausewitz, qui a pensé au 19e siècle la guerre, a fait tout un très gros livre sur ce qu'il appelle la Grande Guerre, c'est-à-dire les deux peuples qui s'opposent, les nations, etc. Et il a parlé de la petite guerre. Et cette petite guerre, c'est la guérilla aujourd'hui. C'est-à-dire que Hollande s'en va dépêcher dans le golfe Persique un sous-marin, un porte-avions, des avions, enfin toute la stratégie. Pourquoi faire ? Quand on sait aujourd'hui que 2 individus qui, avec 2 kalachnikovs et 3 voitures volées, mettent la France à genoux. Ça veut dire que cette petite guerre dont nous prétendons aujourd'hui qu'elle est une barbarie, c'en est une si l'on veut être dans le compassionnel et dans la morale moralisatrice. Mais si on fait de la politique, on se dit, cette guerre, elle est menée par des gens, c'est le faible au fort, sauf que le fort et le faible, tout ça s'inverse aujourd'hui, et on le voit bien. Est-ce que c'est vraiment ça le débat, Michel ? Michel Onfray, excusez-moi. C'est ma réponse. Non, mais moi, je vais vous répondre. La question d'Éric Nolot, deux petites secondes. Non, parce que vous parlez de mise en perspective et de tirer les leçons de ce qui a été fait ces dernières années. Si on reprend votre comparaison, je crois que Zemmour l'a fait aussi, entre ce qui s'est passé mardi dernier et le 11 septembre. Le 11 septembre. Il y a eu en commun une réaction émotionnelle très forte, union de la nation, bon, très bien. Ensuite, il y a eu malheureusement ce qu'on observe, c'est-à-dire des exactions contre les musulmans. Je me souviens qu'aux États-Unis, ils avaient tué un type en turban parce que dans l'esprit dérangé du mec, ils disaient un mec en turban, ça doit être un musulman. Le type, il avait des notions un peu vagues du truc. Et ensuite, le dernier point, ça a été, en effet, on attaque l'Irak, on attaque tel pays. Voilà, l'Afghanistan et l'Irak. Nous, on en est là. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, c'est ça le débat. C'est qu'est-ce que vous préconisez maintenant ? Ça ne peut pas être de réattaquer l'Irak, ça ne peut pas être d'attaquer l'Afghanistan. Qu'est-ce que vous préconisez ? Alors, pour moi, c'est le sujet. Qu'est-ce que la France va faire, doit faire et va devenir ? Deuxième question. La première, effectivement, je répondais à cette question. Je contextualise en disant, pour comprendre ce qui a lieu tout de suite, plutôt que d'être immédiatement sur l'affaire et dans le compassionnel, pensons en termes historiques et faisons de la géostratégie. Maintenant, j'entends bien votre question. La question est, quand on est allé au fossé, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas aller au fossé ? Sauf qu'on y est au fossé. On y est au fossé. Alors, on en sort comment ? Alors, c'est difficile sous la pression de réagir en disant tout de suite on enlève nos troupes. Ça veut dire que 2 kalachnikovs ont raison de la politique nationale française. Ça ne peut pas se penser comme ça. Ça me paraît évident que ça n'est pas possible. Moi, je pense que cette petite guerre, elle suppose que nous ne pensions plus en termes de grande guerre. C'est-à-dire la grande guerre aujourd'hui, elle est plus susceptible d'être faite. On ne va pas attaquer avec des bombes atomiques, je ne sais quel ennemi, etc. Si ennemi il y a, on a vu comment il fonctionne. Donc je pense qu'il faut repenser la question de la défense nationale à partir du service secret, à partir de l'information. On ne peut vraiment s'en sortir que si on prévient pour empêcher que ça ait lieu. Là, on s'aperçoit que dans tout ce qui a lieu tout de suite, ce sont des gens qui se connaissent tous, qui fréquentent les mêmes mosquées, qui connaissent les mêmes imams, qui sont dans les mêmes quartiers. Il y a une espèce de relation incestueuse entre tous ces individus. On ne me fera pas croire que les services secrets n'étaient pas au courant. Un exemple, il y a 13 ans, on a annoncé son cancer à ma compagne. Dans la semaine qui a suivi, elle a reçu des publicités pour les assurances obsèques. Ça veut dire que, et puis des assurances vie avec les pompes funèbres et ce genre de choses. On ne me fera pas croire que les informations ne circulent pas. Ça veut dire que moi je suis pour le fait effectivement qu'on puisse intercepter un certain nombre de conversations, etc. Je ne suis pas contre ça. Moi, je pense pour le Patriot Act, en fait. Oui, sauf que quand c'est le Patriot Act de Bush, on voit bien ce que ça veut dire. C'est aussi une façon pour Bush de maintenir son pouvoir en place et pour lui de vendre des armes, puisque cette guerre était nécessaire pour pouvoir entretenir le complexe militaro-industriel. Donc c'est pas exactement la même chose. Il faudrait une vraie pensée de gauche sur la question du service secret. Qu'on cesse de croire que la gauche ne peut pas penser outre la République, la nation, etc., mais les services secrets, la police, l'armée, etc. Dès lors, on doit pouvoir... Sa vision est trop naïve sur ces sujets-là ? Oui, il y a un philosophe qui s'appelle Israël, qui est un philosophe israélien, qui a écrit une philosophie du renseignement, très beau livre, dans lequel, effectivement, on se dit, si effectivement on veut empêcher que ça ait lieu encore, c'est pas militariser la société, c'est sûrement pas amener Marine Le Pen au pouvoir, c'est sûrement pas d'hypothétique gouvernement d'union nationale, c'est effectivement savoir qu'il y a un adversaire qui est quelque part, on peut le saisir si on le veut, parce que quand il s'agit de saisir le consommateur, Internet, ça permet de savoir qui fait quoi, qui achète quoi, qui recherche quoi sur Internet, et vous voyez bien quand vous avez vos cookies qu'effectivement on vous suit, et personne n'est contre ça. Toute la gauche qui nous dit que les libertés reculent, etc., ça ne les gêne pas du tout que pour nous vendre des produits, on soit fliqué sur Internet. Moi, je préférais être fliqué sur Internet pour des raisons de sécurité. Alors, je ne suis pas pédophile, je ne suis pas terroriste, je n'ai pas d'argent en Suisse. Il n'y a pas de crainte à ce qu'on regarde. On n'a aucune crainte. Je suis plutôt d'accord. D'abord, il faut que vous sachiez, parce que d'autres attentats
ont déjà été prévenus, ont déjà été empêchés. On aurait eu beaucoup plus, en vérité, justement avec les méthodes que vous recommandez. Deuxièmement, je voudrais revenir, parce que la conversation a dérivé, vous avez l'air de dire, vous m'arrêtez si je me trompe, que, en fait, nous payons là notre politique islamophobe depuis 30 ans, nos interventions à voiture, en voilà. Pas seulement. Non, mais en tout cas que c'est un élément moteur. Oui, oui. Moi, Nolo peut témoigner, j'ai toujours été contre toutes ces interventions comme vous. Que ça soit la Libye, l'Irak, les deux en Irak, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le principe. Mais je ne crois pas, comme vous, que nous payons nos interventions. Je pense que... Pas que ça. Je crois que le problème est beaucoup plus global, qu'il concerne d'abord l'intérieur de l'islam. C'est-à-dire qu'il y a une contre-révolution à l'intérieur de l'islam depuis la création des Frères musulmans en 1928, qui tente, si vous voulez, comme par hasard, il y a la fin du califat en 1923 et les Frères musulmans en 1928, et c'est la contre-révolution contre la révolution, vous comprenez bien. C'est-à-dire qu'on avait des élites éclairées, occidentalisées, qui essayaient de moderniser et leur pays et l'islam, et immédiatement, il y a eu une contre-révolution islamique, et c'est cette contre-révolution musulmane qui gagne en ce moment, premièrement. Deuxièmement, quand vous dites on a fait des interventions, vous avez tout à fait raison, c'était n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on a fait par ailleurs? On s'est livré à nos grands amis de l'Arabie Saoudite et du Qatar, les régimes les plus rétrogrades de l'islam, qui ont pu financer et endoctriner toute une jeunesse arabo-musulmane en France. Et on les a laissés complaisamment, tout simplement parce que nos dirigeants, qu'ils soient de droite ou de gauche, croyaient que c'était très malin d'être les alliés de cette Arabie Saoudite et de ce Qatar. Ça, c'est aussi une réalité. Et troisièmement, il faut arrêter de croire que c'est notre politique étrangère qui détermine ça. Moi, je pense que c'est tout simplement notre politique intérieure. C'est notre politique d'immigration folle depuis 40 ans qui fait que cet islamisme, s'il y a une différence entre islamisme et islam, on a déjà eu cette discussion dans la précédente. Moi, j'ai dit ce que j'en pensais. Mais de toute façon, les deux ont un terreau très nombreux, et ces deux types que tu trouves monstrueux, ils sont comme des poissons dans l'eau, comme disait le président Mao, dans cette immigration très nombreuse qui a aujourd'hui pignon sur rue en France. Alors maintenant, on peut me dire il y a des musulmans qui sont outrés, etc. Non, oui, il n'y a pas des musulmans qui sont outrés. La plupart des musulmans sont outrés. Tu n'en sais rien. Si, j'en sais. Tu n'en sais rien. Il y en a plus dans mon quartier que dans le tien. Tu n'en sais pas plus que moi. Tu n'en sais pas plus que moi. Arrêtez avec vos chiffres bidons. On va les faire défiler un par un. Mais non, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y en a toujours suffisamment des deux côtés. Ah. Voilà. Alors, donc, si vous voulez, le problème, je pense, de la France, c'est ça. C'est sa politique d'immigration et c'est l'évolution de l'islam lui-même. Alors, vous avez raison, quand je dis ça, politique étrangère, je n'ai pas tout dit. Si on parle de politique intérieure, et je pense que vous avez raison, c'est majeur aussi, et je continue sur ma lancée, je pense que Mitterrand ayant eu intérêt à instrumentaliser le Front National, il avait besoin aussi d'utiliser les populations immigrées comme il les a utilisées. Là, je vous suis. Avec une paupérisation terrible. Mais si, on dit, vous l'avez dit et vous vous êtes fait taper sur les doigts sur ça aussi. Je veux dire, sur les populations carcérales, 60% de musulmans. Vous avez vu, maintenant c'est un rapport parlementaire officiel. C'est pourquoi, effectivement, on peut utiliser le chiffre. Mais on voit bien pour quelle raison. C'est-à-dire qu'il y a une première génération qui est arrivée, que le capitalisme a exploité, parce qu'ils sont arrivés en France, on a dit... Classique. Voilà. Immigration classique. Absolument. Donc on les utilise, on les paye pas cher. Exactement. Et ils ont, avec eux, de toute façon, pour les défendre, un PC qui existe. Une CGT qui existe, et qui sont des PC et des CGT dignes de ce nom à cette époque. Absolument d'accord. Et donc, quand effectivement Mitterrand plume la volaille communiste, et que le PC descend à 2%, et que la CGT cesse d'être communiste, et qu'elle veut être socialo-compatible, et qu'on voit ce qu'elle permet, effectivement, ce prolétariat qui n'est plus syndicalisé ni politisé, les banlieues cessent d'être communistes, et surtout, il y a une nouvelle génération qui arrive. Voilà. Cette nouvelle génération, elle connaît le chômage, misère, pauvreté, pas de travail, pas d'embauche. C'est-à-dire que Michel, quand vous retrouvez... soit dit en passant, le regroupement familial, c'est pas une idée de Mitterrand. Hein. Non. C'est une idée de Giscard. C'est une idée de Giscard. C'est une idée libérale. C'est une idée libéralo-humaniste, on dira. Oui, donc de droite et de gauche. D'accord. Les Maastrichtiens. Là, je suis d'accord. Non, mais dans le grand complot mitterrandien, je note que le regroupement familial, qui est un point très sensible, c'est plutôt. Sauf que mon problème à moi qui suis de gauche, c'est la gauche. C'est pas que la droite pense comme elle pense, parce qu'on sait comment elle pense. En l'occurrence, elle a fait de l'humanisme soi-disant de gauche. C'est pas ce qu'il fallait faire. Mais je suis bien. C'est pas à moi que vous allez le dire. Justement, la gauche aurait dû avoir le souci de cette immigration et surtout des enfants de
de cette immigration, à qui on a proposé des diplômes qui ne servaient à rien, des formations qui ne servaient à rien pour aller au chômage, misère et pauvreté, alors que c'était beaucoup plus facile de faire du petit business, de drogue, de voitures, de téléphones volés, etc. Mais Michel, normalement, dans l'histoire de la France et dans l'histoire de l'immigration depuis 1860, parce que vous savez que contrairement à ce qu'on dit toujours bêtement, la France n'est pas un pays d'immigration. Elle est d'immigration depuis 1860. Mais vous savez bien aussi que normalement, quand il y a crise économique, vous avez tout à fait raison, quand il y a croissance, le patronat se sert des immigrés pour casser les salaires des locaux, on est tout à fait d'accord, et donc c'est comme ça que ça se passe. Mais à partir de 1974, la folie du gouvernement Giscard-Chirac, c'est d'avoir fait venir le regroupement familial alors que nous étions en crise économique. Si vous voulez, normalement, la République renvoie les étrangers qui sont au chômage parce que justement on ne peut plus leur donner de travail. Là, non seulement on ne les a pas envoyés, mais on a fait venir leurs enfants. C'est pas l'immigration le problème, c'est l'intégration des populations immigrées. Ce n'était pas possible. C'est pas qu'ils viennent, c'est qu'on leur donne des conditions d'accueil terribles en les laissant venir. Elles sont pas si terribles que ça. Elles sont pas si terribles que ça par rapport à l'endroit d'où ils venaient. Ah, sûrement, bien sûr. Oui, mais c'est ça qui est important pour eux. Ah bah oui, pour eux c'est le seul point de comparaison. Ah bah oui. On va pas les mettre dans les appartements de l'avenue Foch. Vous parliez de la gauche d'hier et la gauche d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Il y a deux gauches aujourd'hui, enfin au moins deux gauches. Il y a une et qui gouverne indistinctement depuis justement 83. Hollande, Sarko, c'est la même chose. Chirac, Mitterrand, c'est la même chose globalement. On voit pas trop ce qui les distingue. Cette gauche libérale, elle joue sur la théorie du genre, le mariage homo, l'adoption, etc. pour dire vous avez vu, on est vraiment très distinct de ces gens-là, pendant que vous nous laissez faire nos affaires en disant le peuple n'a pas voulu du traité européen. Pas grave, on change 3 virgules, on dit c'est un autre traité, on passe au-dessus de la tête du peuple et puis on dit vous l'aurez quand même. Et Hollande et Sarkozy disent voilà, vous l'avez quand même et c'est quand même comme ça que ça se passe. Donc effectivement, cette gauche-là, les gens ont compris, moi j'ai compris, dès Maastricht j'ai voté non, mais les gens ont fini par comprendre que Maastricht c'était effectivement le truc qui permettait de faire avaler du libéralisme à la droite et à la gauche. Il nous reste parce que préciser effectivement que la droite gaulliste n'était pas du tout. Bien sûr. Il n'était pas du tout. C'était la grande spécificité française. Absolument. Mais d'ailleurs, Chirac était plutôt séguiniste avant qu'il ne comprenne que pour des raisons de politique politicienne, il ne serait soutenu internationalement qu'il devenait défenseur de l'Europe et il s'est converti. Voir l'appel de Cochin qui montre très bien comment les choses se sont passées à cette époque-là. Cette gauche libérale n'est pas la mienne, je ne suis pas un libéral. Donc il n'est pas question pour moi de voter pour le programme de Sarkozy quand c'est Hollande qu'il présente. Et puis il y a une deuxième gauche qui est plutôt la mienne, qui est la gauche antilibérale, qui est plutôt celle de Mélenchon, et je souscris beaucoup à Mélenchon, y compris sur son programme, surtout sur son programme de politique intérieure. Simplement, j'estime que quand tout le monde nous dit que c'est pas bien de tuer des journalistes, ça me paraît bien qu'on puisse le dire encore, mais que sauf que ce sont les mêmes qui nous expliquent que Robespierre c'est bien. Donc je ne peux pas imaginer que quelqu'un nous dise que le modèle dans l'histoire, c'est un terroriste qui, via la guillotine, coupe la tête des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, qui s'en viennent nous dire qu'il ne faut pas... Non mais Michel, là il y a un problème parce que vous devriez faire la balance en vous disant, bon, effectivement, il y a ce côté Robespierre, il y a même d'autres choses, le soutien à des régimes quand même pas très recommandables. Bien sûr. Enfin, vous vous dites, voilà, tout bien pensé, est-ce que je préfère pas les références douteuses de M. Mélenchon à la gauche libérale? Parce que vous, à chaque fois, moi je vous suis, je suis 100% d'accord avec vous, puis à la fin vous dites, de toute façon, rien ne me va. Non, ni cette gauche antilibérale, ni cette gauche libérale. Oui, mais bon, à ce moment-là... Mais c'est ma gauche libertaire à moi. Oui. Ma réponse, c'était le troisième temps. Il n'y a aucun débouché politique. Si, il y a des débouchés politiques, parce que pour le coup, la gauche libertaire à laquelle je songe, c'est pas la gauche des bobos. Pour moi, libertaire, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec la libéralisation du pétard. Mais politiquement, c'est quoi? Oui, c'est ça ressemble à quoi? C'est tout le mouvement social qui est invisible, qu'on ne voit jamais, qui n'est jamais invité, mais qui fait des choses sur les plateaux ou etc. Il y a une émission de Philippe Bertrand, très bonne à France Inter, tous les matins, tous les midis, peu de temps avant 13h, où tous les jours on fait parler des gens qui sont dans des associations. Voilà. Des associations, des coopérations, des mutualisations, des gens qui sur le terrain font la politique de gauche. Alors c'est pas brillant, c'est pas extraordinaire. Il y a des ouvriers qui rachètent leurs usines, etc. Alors évidemment, ça permet pas de faire des plateaux de télé où Mélenchon engueule Marine Le Pen et ce genre de choses. Mais ces gens-là pourraient se constituer en parti. Vous avez raison, c'est là la limite de la gauche libertaire. C'est qu'elle n'est pas assez mutualisée, elle n'est pas assez n'est pas assez audible. Est-ce que vous n'êtes pas en train de tomber c'est un mythe de la gauche classique, c'est le mythe de la gauche fourriériste, proudhonienne, qui en fait a toujours
perdu toutes les guerres. Et même quand on a l'impression qu'ils vont les gagner, ils trahissent et ils deviennent des notables bourgeois. Pourquoi pas les... Je pensais de soi, les notables 68 heures, c'est pour ça. Oui. Et on avait l'impression qu'ils étaient sur votre ligne, et en fait, c'est devenu des notables bourgeois. Vous avez raison, simplement, il faudrait faire l'histoire du massacre de cette gauche-là. Ça commence avec la Commune. Mais parce qu'elle est tuée, c'est ce que j'allais vous dire, elle est tuée toujours par la gauche. Elle est tuée par la gauche, vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est sûr. Toujours. Mais les journées de juin 48, la Commune, c'est toujours la gauche qui tue cette gauche-là. L'obsession de la gauche antilibérale, c'est Robespierre, la terreur et 93. Et je dis, mais pourquoi on n'entend pas Mélenchon, que j'aime bien par ailleurs, mais nous défendre la Commune? La Commune brûle la guillotine. C'est pas la même chose. La Révolution française met la guillotine au centre de la cité en disant « et on décapite à tout va ». Je ne veux pas de cette gauche-là. On comprend bien pourquoi vous êtes un philosophe et pas un homme politique, parce que vous ne pouvez pas arriver, admettons que vous briguiez, je sais pas moi, dans un moment de délire, la présence de la République, en disant moi mon programme, vous comprenez, c'est la Commune parce qu'elle a brûlé la guillotine. Il faut quand même qu'il y ait une application dans le champ réel pour les gens, parce que les gens de gauche, ils vous écoutent, ils vous respectent, je trouve très estimable ce que vous dites, mais comme ça n'a aucun débouché politique d'aucune sorte, c'est même désespérant. Si, il y en a un. Quand je parle de Proudhon, il y a plusieurs Proudhon, il y a au moins 2 Proudhon, il y a celui de qu'est-ce que de la propriété, et puis il y a le dernier, celui de la théorie de la propriété. Proudhon défend l'État. Donc on dit anarchiste, il n'aime pas l'État, etc. Proudhon défend l'État. Ah oui? Oui, défend l'État. Vous me montriez ce texte-là, alors. Théorie de la propriété. Ah, très bien. Ouais. Et Proudhon nous dit, bon, sur l'État, finalement, l'État peut exister comme une garantie de l'autogestion. C'est-à-dire on mutualise, coopération, etc. Et l'État, il existe, mais en même temps, il rend possible ce qui permet la négation de l'État. Mais il faut ne pas viser la disparition de l'État. Vous êtes même presque gaullien, parce que c'était la participation du général de Gaulle. Mais de Gaulle était proudhonien. Mais je sais. Oui, mais il était aussi très dirigiste. Vous savez bien, c'est là où Nolo n'a pas tout à fait tort. Le de Gaulle de 68 sur la participation, vous savez je sais bien, je l'ai écrit. Quand il prévoit ce référendum qui va très à gauche, je sais bien. La droite dit il ne faut pas que... Mais il le tue d'ailleurs, la droite le tue. Absolument, c'est Lacouture qui rapporte dans la biographie de De Gaulle qu'un certain Pompidou dit à l'époque il est devenu fou en faisant ce geste. Giscard qui dit oui mais. Bien sûr. Sous-entendu, on ne veut pas de cette gauche-là. Parce que ça c'est les patrons. Bien sûr, le capital. On est d'accord. Le capital, la bourgeoisie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que politiquement, votre gauche est tellement marginalisée depuis toujours. Elle se veut marginale. Non, je dis pas ça, moi. Moi, je dis pas qu'elle se veut marginale. Moi, je dis qu'elle est marginale. LIP, quand je disais la Commune, on aurait pu continuer. Oui, je suis d'accord avec vous, mais regardez, à chaque fois, ça échoue. C'est ce que j'ai voulu vous dire. Mais aussi parce que le Parti communiste avait intérêt à écraser tout ça. C'est-à-dire que Marx, par exemple, Marx écrase la Commune. Bien sûr. Parce qu'après, il récupère un petit peu, mais Marx, il dit non, ils sont pas assez marxistes, c'est trop proudhonien, c'est trop fourriériste, la Commune. Moyennant quoi, 20 000 morts, fusillés par les Versaillais, etc. Moi, je suis de cette gauche-là, gauche communarde. Et vous êtes de la gauche... Vous êtes dans les défaites d'histoire. Voilà, vous êtes de la gauche des perdants magnifiques. C'est romantique, c'est pas politique. Non, je suis dans la gauche des gens du peuple. C'est-à-dire que si vous cherchez dans la Révolution française, vous avez des anciens monarchistes, avocats, qui vous font des grandes théories sur la liberté, l'égalité, la fraternité et qui coupent des têtes. Simplement, si vous cherchez des noms chez les communards, vous n'avez pas de grands noms et vous n'avez aucun intellectuel. Vous n'avez aucun type qui va vous dire Yaka, il faudrait, on devrait, on a regardé les textes. Et on fait concrètement des choses pour les femmes seules, pour les veuves de guerre, pour les gamins pauvres, dans la rue, pour les miséreux, des ateliers. Mais ça, c'est pas spectaculaire. Non, mais ça perd. Dans notre société où n'existent que les choses spectaculaires. Ça perd surtout. Pardon ? Ça perd. Ça perd parce qu'on a en face de soi des gens déterminés à nous écraser. Exactement. Vous avez raison. Jadis, c'était avec les armes, avec la guillotine, parce que toute cette gauche, d'une certaine manière autogestionnaire et jacobine, elle est guillotinée très vite et très tôt. Elle est fusillée chez les communards. Avec l'IP, on s'aperçoit effectivement que le capital et le Parti communiste... Souvenez-vous pendant la guerre d'Espagne, les communistes qui massacrent les anarchistes. Absolument. C'est toujours la même histoire. Eh bien, merci. Merci beaucoup, Michel Onfray, d'être venu sur ce plateau. Juste